Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je suis extrêmement fier et un peu flippé aussi de vous accueillir à la Gaîté Lyrique pour ce live de Mansplaining. Ça me fait tout bizarre d'être ici devant autant de personnes parce que moi d'habitude j'enregistre dans mon bureau avec mes chats comme seul public. Et c'est quand même un peu pour moi Noël avant l'heure parce que du coup j'ai la chance d'avoir des invités merveilleux et merveilleuses qui étaient mes premiers choix. Et c'est la vérité, hein, vraiment. J'ai vraiment choisi ces 4 personnes formidables pour m'accompagner ce soir. Et ce qui est bien, c'est que personne ne m'a imposé ni Éric Zemmour, ni Jean-Marie Bigard. Donc vraiment, je suis vraiment très très heureux. Je vais vous les présenter rapidement. À ma droite, vous avez la merveilleuse Marie Sauvion, rédactrice en chef adjointe de Télérama, que vous pouvez aussi voir très régulièrement dans Le Cercle sur Canal+. Vous avez également Laurent Siama, humoriste, qui joue le spectacle Bonhomme au Café de la Gare tous les lundis soirs, et bien plus dans pas très longtemps, tous les lundis soirs à 21h au Café de la Gare. Un spectacle féministe et vraiment extrêmement drôle. Et à ma gauche, elles sont 2, mais elles ne font presque qu'une. Elles animent le podcast PIC TV pour Slate.fr. Elles sont également journalistes pour Slate et pour d'autres supports. Je vous présente Anaïs Bordage et Marie Telling. Vous pouvez les applaudir. Alors l'idée de l'émission, c'est que moi je suis de plus en plus obsédé, et ça fait quand même un petit bout de temps, par le fait que j'ai besoin pour mes enfants aussi, de trouver des modèles qui soient aussi des modèles masculins, des modèles vertueux ou moins vertueux, mais des gens à qui on puisse s'identifier, et aussi des gens à qui on ait envie de ne surtout pas s'identifier pour savoir un petit peu comment se construire par rapport à des modèles positifs, et aussi en opposition à des modèles qui sont beaucoup moins positifs. Donc en préparant l'émission, j'ai demandé à mes invités notamment de répondre à quelques questions autour de leur modèle ou des personnages masculins qui les ont accompagnés durant leur adolescence ou leur vie d'adulte. Donc on va commencer par ce qui les accompagnait dans leur enfance, leur adolescence, qui est très très récente pour tout le monde, n'est-ce pas ? Et on va commencer par toi, Anaïs, puisque tu me disais que parmi les personnages masculins avec lesquels tu avais grandi, il y avait ça. En 1977, un jeune homme venu de nulle part. Moi, je serais toi, je changerais de nom. Oh, mais pourquoi pas, oui. Un nom qui est du piquant. Dirk Diggler. Joli nom. T'as un nom super classe. Avait bien l'intention de réussir. Jack Horner a trouvé la perle des perles. C'est le comédien Dirk Diggler. Donc là, en fait, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est un extrait de la bande-annonce en VF parce que c'est vraiment plus savoureux, de Boogie Nights, qui est le 2e film de Paul Thomas Anderson, mais le premier à être sorti chez nous dans les salles en 97, pardon. Et Anaïs, toi, tu m'as parlé des personnages de Paul Thomas Anderson en général, pas forcément que de celui-là. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors moi, ma première découverte de Paul Thomas Anderson, c'était There Will Be Blood. J'étais au lycée et je suis allée voir ce film. Et je suis retournée le voir 3 fois dans la même semaine parce que je suis devenue complètement obsédée. Et notamment obsédée par le personnage du petit garçon et le rapport de filiation entre lui et son père, qui est un personnage masculin pas hyper sympathique. Mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait une vulnérabilité dans ces personnages que j'avais pas vu ailleurs, surtout à cet âge-là où je découvrais un peu ma culture cinéphile. Et ça s'est vérifié par la suite, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Paul Thomas Anderson, j'ai remarqué que c'était quelque chose qu'il y avait dans tous ses films. C'est des personnages masculins qui, je trouve, n'obéissent pas du tout aux normes traditionnelles. Ces acteurs phares sont souvent d'ailleurs des acteurs qui ont un côté un peu féminin, qui sont à la fois très virils, mais qui ont aussi une part d'androgynie, je trouve, comme Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix ou Daniel Day-Lewis, qui sont vraiment hyper versatiles dans leur jeu, mais qui ont une vulnérabilité dans les films de Paul Thomas Anderson que je trouve très rare et que je trouve vraiment touchante. Je pense que c'est un des cinéastes qui filme le mieux les hommes, avec peut-être Audiard, mais qui parle vraiment de masculinité assumée ou parfois douloureuse, mais d'une manière absolument subtile. Marie Sauvion, tu en penses quoi des hommes chez Paul Thomas Anderson ? Il y en a un qui t'a particulièrement marqué ? Oui, je crois que mon film préféré de Paul Thomas Anderson, je crois que c'est le dernier, je crois que c'est Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis, justement, qui est un acteur que j'adore, dont la carrière me passionne, qui est un acteur dont je suis tombée follement amoureuse quand j'avais 15 ans, quand il jouait My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, où il jouait un skin qui vivait une histoire amoureuse avec un jeune garçon d'origine pakistanaise. Voilà, tout ça dans l'Angleterre thatchérienne de ces années-là, et c'était absolument passionnant. Et ce que j'aime dans Phantom Thread, c'est que c'est un film aussi sur la toxicité de la relation amoureuse, de la domination masculine, sur une femme
qui a l'air toute faible, toute fragile comme ça, et puis je vais pas vous le spoiler, donc je vous dis pas comment elle se révèle, mais si vous l'avez pas vu, voyez-le, parce que vraiment c'est un très très grand film. Et quand tu m'as posé cette question des modèles, de la vertu, pas la vertu, moi c'est des mots qui me font très peur en fait, parce que moi je refuse qu'on enlève la complexité de la fiction, la complexité du réel, la complexité du monde. J'en ai besoin dans la fiction. Je ne veux pas de directeur de conscience en fait au cinéma ou dans les séries. Je veux pouvoir me confronter à des personnages abjects, compliqués, qui ont parfois une rédemption, parfois pas. Pour moi, c'est extrêmement important. Oui, non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Marie, pour encore m'adresser à toi, tu me parlais justement de Daniel Day-Lewis dans My Beautiful Laundrette, tu me parles aussi de Rupert Everett dans Another Country. Tu me disais que dans ton adolescence, tu étais tombée amoureuse de pas mal de personnages gays, en fait. Oui, et de personnages de fiction, d'artistes, de chanteurs. Il y avait quelque chose dans l'androgynie, dans la question du genre qui me passionnait, sans bien savoir pourquoi, parce que j'étais vraiment gamine, j'avais 14 ans, j'avais 15 ans. À 13 ans, je tombais folle amoureuse de David Bowie, donc j'ai découvert toute sa carrière en remontant aux années 70. J'avais des murs couverts de photos, j'avais au plafond de ma chambre l'affiche de Another Country, et voilà, ça m'a jamais empêché d'aimer Jean Gabin, mais j'avais depuis toujours un lien particulier avec les personnages masculins dont la masculinité n'allait pas de soi ou se questionnait à l'écran. Et est-ce que c'était pas aussi parce que parfois les personnages féminins étaient moins intéressants ? Par exemple, dans certaines séries, tu me citais Amicalement Vôtre, ou tu me parlais aussi de la saga Star Wars. Est-ce que c'est pas pour ça aussi ? Oui, alors évidemment, je disais en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai, je suis la personne la plus âgée à cette table. Et il faut imaginer que mon enfance s'est passée dans une France où il y avait 3 chaînes de télévision. Donc l'arrivée de Canal+ en 84 est une révolution, mais c'est pas suffisant. Donc c'est vrai que pendant toute mon enfance, je me suis essentiellement identifiée à des hommes, puisque c'était les héros des séries et de la plupart des films, que quand je découvre Star Wars au cinéma, je découvre avec horreur que le seul personnage qui n'a pas hérité de la force dans cette famille, c'est la meuf. Et que c'est pas de bol, ils sont jumeaux, et elle a rien, elle finit en maillot de bain avec Jabba the Hutt, et elle attend toujours d'être délivrée, même si... Voilà, elle est costaud, Leia, hein, c'est pas la question. Mais moi aussi, je voulais un sabre laser. Et donc, j'ai passé toute ma jeunesse, en fait, à m'identifier à des hommes. Je pense que ça développe l'empathie, je le recommande à tout le monde. En tout cas, je recommande aux hommes de s'identifier à des femmes dans les fictions. Je pense que c'est assez passionnant. Mais ça m'a permis, comme ça, de naviguer d'un genre à l'autre dans mes fantasmes et dans mon imagination. Et toi, Marie Telling, par exemple, est-ce que tu as grandi plutôt en t'identifiant à des personnages féminins, masculins ? Est-ce que c'était un peu mixé Je crois que c'était un mélange. Après, quand tu m'as posé la question justement des personnages masculins avec lesquels j'ai grandi, je me suis rendu compte que ceux que j'idéalisais le plus étaient vraiment ancrés dans une image de la masculinité très très classique. Beaucoup de soldats un peu taiseux. Il y avait dans Band of Brothers, la série HBO, j'adorais le Capitaine Winters, j'étais folle amoureuse de lui, parce que c'était le mec hyper intègre et en même temps très droit, honorable et courageux. Et j'étais folle amoureuse de Cillian Murphy dans Le vent se lève aussi. Et pareil pour le côté un peu courageux mais silencieux. Donc quand tu m'as posé la question, je me suis dit mais en fait j'ai vraiment pas dans des modèles un peu de masculinité pas très classiques. Et après je me suis souvenue je regardais beaucoup de sitcoms et il y en avait un en particulier, c'était Hal dans Malcolm in the Middle. Enfin c'était Malcolm en France. Ouais. Qui était diffusé sur M6 et que je regardais religieusement. On va en parler tout à l'heure. Voilà, et lui c'était vraiment, je l'adorais et il rentrait pas forcément dans ce schéma classique. Alors moi, personne m'a posé la question, mais moi, quand j'avais 15 ans, donc à la fin du siècle dernier, mes modèles c'était Denis Podalides ou Laurent Lucas. En fait, je voulais avoir 30 ans. Maintenant que je les ai eus depuis quelques années, je suis un peu déçu. Mais je voulais juste faire des dîners dans des appartements parisiens, à boire du vin et à parler de trucs chiants. Mais vraiment, c'était ça mes modèles. Je sais pas si c'est vraiment normal ou un peu bizarre, mais c'était vraiment ça. J'ai plus trop envie d'être Denis Podalides depuis qu'il est en faveur de la corrida et qu'il l'annonce publiquement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et toi, Laurent, dans le personnage masculin que tu m'as cité à ce niveau-là, tu m'as parlé de quelqu'un à qui j'ai pas assez pensé. Je me suis dit, mais en fait, je vais te piquer l'idée, en faire un épisode spécial. C'est Homer Simpson. Ouais. Parce qu'en fait, il est d'une complexité, mais totale. Ouais, c'est vrai. C'est les Simpsons, c'est quand même ça déplie des trucs hyper complexes et en plus dans le temps, parce que je sais pas combien on est de saison là, mais c'est
interminable. Et moi j'étais vraiment au tout début, et les Simpsons, ça m'a vraiment beaucoup accompagné aussi dans une culture de comédie qui était ma grande passion et qui l'est toujours. Et c'est vrai que c'est ce que je t'ai dit aussi tout de suite, comme les Simpsons, c'est une série pionnière, je crois, sur plein de sujets, sur le féminisme de Lisa, sur la transmission père-fils entre Bart et Homer, entre lui et son père aussi, Abraham Simpson, et sur la charge mentale de Marge et tout. Enfin, c'est des trucs en plus que je relis aujourd'hui à l'aune de tous les trucs qu'on déconstruit, d'autant plus maintenant. Et c'est très émouvant de voir ça, de se dire ah ouais, mais en fait je me souviens que j'étais ému par Marge qui en peut plus, qui est en burn-out et qui finit par faire un espèce de dérapage dans sa voiture parce qu'elle en peut plus. Et ouais, Homer, c'est très complexe, ouais, parce qu'il est à la fois stupide, parfois même violent avec son fils. On a tous l'image de lui qui l'étrangle, donc on est vraiment sur une agression, hein. Et en même temps, il est toujours touchant, il est très sensible. Souvent, il se remet en question, il s'excuse. Il finit souvent par accéder à ses émotions, et donc ça lui fait souvent faire des trajets au sein d'un même épisode où en fait on le déteste, il nous énerve, il nous agace, et puis en fait mais c'est des vrais longs métrages en 25 minutes, les Simpsons. À chaque fois on a vraiment des rebondissements et des hauts débats. Complètement. Et en plus il faut pas oublier que c'est une série qui était quand même évidemment, comme beaucoup de séries, majoritairement écrites par des hommes. Et que finalement dans la writer's room, ça se posait quand même des questions assez intéressantes pour l'époque en plus. Et ouais, non, c'est un personnage tellement complexe, mais qu'il est peut-être de moins en moins. Je regarde vachement moins aujourd'hui, mais je me demande s'ils ont le même niveau de profondeur, les personnages, et lui notamment. Je pense que c'était en avance sur son temps, et que maintenant, disons que selon moi, c'est peut-être un peu en stagnation, et du coup, c'est de moins en moins en avance. Maintenant, on est tellement dans ces sujets-là actuellement, que les Simpsons restent une plutôt bonne série, mais que le côté précurseur, ils ont plus 20 ans d'avance, quoi. Non. Et donc, il y aura peut-être plus 20 saisons. Pour la deuxième partie de ce live, on est moins dans le positif, en tout cas vous allez voir, mais j'avais quand même envie que vous me parliez d'œuvres qui vous semblaient parlantes. Alors le choix était très très libre, mais sur la façon dont les hommes se positionnent dans la société, une vision de la masculinité qui vous a parlé récemment ou moins récemment. Et ce que je trouve génial, c'est la variété de des réponses. Vous allez voir que les réponses sont extrêmement variées, diverses en termes de thématiques, en termes de types d'œuvres ou d'émissions citées. Je vais commencer avec toi, Marie. Tu m'as parlé d'une série. On va peut-être écouter un extrait d'abord. Ne nous traite pas de salope. Attends, mais c'est vous qui avez commencé à vous qualifier de salope. Nous, on a le droit, d'accord? Non, mais moi, j'essaie simplement d'être un allié pour les femmes. Pourquoi est-ce que tu prends le parti des filles? Ouais, t'es qu'une face de vagin. Oh non, Judd avait raison. Je parie que t'as un vagin à la place de la bite. Vas-y, fais voir. Je perds sur tous les fronts. Qu'est-ce que je suis censé faire de plus? J'en sais rien du tout. Présente tes excuses sur un podcast. J'espère qu'il n'y avait pas d'enfants dans la salle. Ma fille est loin normalement. J'espère qu'elle s'est pas rapprochée. Marie, du coup, est-ce que tu veux nous donner le nom de cette série et puis nous en parler un petit peu? Oui, ça s'appelle Big Mouth. C'est vrai qu'en VF, français, c'est un peu dur. Mais c'est une série comique, en fait, animée, qui est diffusée sur Netflix et qui est écrite par Nick Kroll et je sais plus comment il s'appelle le deuxième avec qui il écrit, mais enfin bon. Nick Kroll, c'est un comédien très connu aux États-Unis et c'est sur leur adolescence et leur puberté. Et ce que je trouve très intéressant dans Big Mouth, c'est que ça adresse énormément de questions comme la sexualité, le genre et la masculinité toxique de façon très marrante et très intelligente. Et par exemple, l'épisode là dont cet extrait est extrait, c'est un épisode qui pour moi contient en 20 minutes tous les arguments des débats classiques sur la masculinité, sur la masculinité toxique, sur le sexisme. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont accusés, enfin des élèves filles, qui sont accusés d'avoir provoqué les garçons en s'habillant de façon trop légère. Et donc, on leur impose un nouveau code vestimentaire et elles vont faire une slut walk, elles vont s'habiller de façon très légère pour provoquer. Mais en même temps, on a le débat d'un côté où il y a les garçons qui disent « Mais c'est vrai, on ne peut pas se contrôler, on est des animaux ». Il y a les filles qui disent « C'est la bonne excuse ». Les fameuses pulsions. Voilà, exactement. Et en fait, il y a tous ces arguments et en même temps, il y en a un au milieu qui n'est pas aussi toxique que les autres, mais en même temps ne défend pas ses amies filles et qui comprend pas un peu, qui sait pas comment se positionner. Et c'est que des adolescents qui ont 13-14 ans. Bon, ils sont joués par des adultes et c'est écrit par des adultes, donc c'est parfois très cru. Mais pour moi, ça capture très très bien toute la complexité du débat, mais avec énormément d'humour et d'intelligence. Moi, j'avoue que j'avais pas vu cette série avant que Marie m'en parle et je me suis penché dessus. J'ai pas eu le temps de regarder les 3 saisons parce que ça prend un petit peu de temps. Mais effectivement, il y a un regard à la fois très acide. En français, je pense que ça c'est encore plus
violent verbalement peut-être qu'en anglais. Mais effectivement, je vous conseille, et moi je vais en tout cas continuer à me pencher dessus parce que ça a l'air vraiment extrêmement intéressant de bout en bout. Vous l'avez vu cette série, les autres ? Non. Oui. Non, Anaïs, pardon. Oui, je l'ai vu. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'animation pour adultes. Je sais que c'est un blind spot que je devrais régler un jour, mais c'est tellement cru que ça me heurte parfois un peu. Mais je suis d'accord avec tout ce que dit Marie. C'est vrai que en fait, ça paraît très simple dans l'écriture, alors que c'est des sujets de société extrêmement compliqués que beaucoup d'autres séries n'ont même pas encore envisagés. Et eux, ils le font avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de simplicité. Ils sont très ouverts sur le fait qu'ils recherchent vachement les sujets avant de les montrer dans la série. Donc oui, c'est un très bon exemple d'étude de la masculinité, surtout pour les adolescents où on sait que ça peut être compliqué. Oui, c'est très vu c'est très, très regardé parmi les adolescents. Il y a beaucoup de parents qui ont dit d'ailleurs à Nick Kroll que leurs enfants leur avaient posé des questions, avaient découvert avaient obtenu des réponses à des questions auxquelles ils n'osaient pas poser, quoi. C'est vraiment d'utilité publique en plus d'être ordurier, donc c'est parfait. Voilà. Laurent ? J'allais juste ajouter un truc, c'est que je crois, et ça va vraiment peut-être avoir l'air d'être du mansplaining, on sera littéralement, mais je crois que l'autre auteur c'est John Mulaney, non ? Alors lui, c'est celui qui fait la voix du deuxième. Ouais, je viens de me souvenir, c'est Andrew Goldberg, le deuxième auteur. Mais celui qui fait la voix de son meilleur ami, c'est John Mulaney. Je pensais qu'il écrivait. Ouais. Et j'allais parler de lui juste parce que c'est un stand-up comedian qui vraiment grandit de plus en plus et qui maintenant est devenu presque comme très mainstream aux États-Unis. Et c'est une très bonne nouvelle parce que justement, lui, il donne à voir un personnage de masculinité très, très moderne. Il est plus sensible et puis même sur la question de sa physicalité, ce qui fait de son corps, il est beaucoup dans l'autodérision et en même temps extrêmement intelligent, c'est extrêmement bien écrit. Et du coup, ça va un peu dans le même sens. C'est porté par ces gens-là. Ce descriptif, on en parlera tout à l'heure, mais il me rappelle un peu un spectacle que j'ai vu lundi soir au Café de la Gare. Voilà. Pour parler d'une série qui n'est pas animée, Anaïs, on va peut-être passer un générique d'abord, parce que je pense que ce générique va parler à quand même pas mal de monde. Je vis avec un cancer depuis pratiquement 1 an. Depuis le début, je suis condamné à mort. Les médecins n'arrêtent pas de le répéter. Chaque vie sur Terre commence par cette condamnation. Mais jusque-là, celui qui décide, c'est... moi. Donc ça n'était pas le générique, hein, c'est un extrait de Breaking Bad. Et justement, moi je me suis fait la coupe de Walter White juste pour ce soir, hein, évidemment. Anaïs, qu'est-ce qui t'intéresse ou qu'est-ce qui te parle dans cette série ? Quand tu nous as demandé quelle œuvre représentait le plus la masculinité actuelle ou récente, ça m'a tout de suite sauté à l'esprit parce que j'aime beaucoup Breaking Bad, c'est une excellente série, mais je vais sans doute me mettre des gens à dos, mais je trouve qu'il y a vraiment eu un phénomène assez... extraordinaire quand la série est sortie, où beaucoup d'hommes sont devenus fans, mais à un point assez extrême. Et c'est un phénomène que j'avais pas trop observé jusqu'alors avec beaucoup de séries, même s'il y avait The Wire ou Oz, qui sont aussi des séries un peu mecs. Mais en fait, jusqu'à présent, j'avais l'impression que les séries étaient un objet très féminin, parce que c'est considéré comme moins noble que le cinéma, par exemple, et que c'est pas un média d'auteur, c'est un média collaboratif. C'était le mot feuilleton même avant. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a aussi plus de femmes qui ont de la place dans les séries, devant et derrière la caméra. Donc c'est un médium qu'on voit comme plus féminin. Et en fait, Breaking Bad est arrivé et a donné une espèce de ticket pour tous les hommes qui voulaient devenir fans de séries et qui se sont complètement perdus là-dedans. Et d'ailleurs, si je pense aujourd'hui à tous mes amis qui ont encore un t-shirt Heisenberg ou un mug, etc., ce ne sont que des hommes. Évidemment, il y a plein de femmes qui ont aimé la série et j'en fais partie. Mais il y avait quelque chose en fait dans ce personnage qui est au début sympathique, un peu médiocre, qui se laisse un peu marcher dessus et qui en fait devient Scarface, en fait, qui devient un dieu de la drogue, qui menace tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui ont vu un message inspirant. Et ce qu'on a vu notamment dans la fin de la série, c'est que Skyler, le personnage de la femme de Walter, était détestée par toute une catégorie de fans parce qu'elle était vue comme la connasse qui l'empêchait de réaliser son rêve de devenir baron de la drogue. Voilà. Et il y avait une page Facebook qui s'est créée, Je déteste Skyler White. Il y avait beaucoup de menaces qui ont été proférées à l'encontre de l'actrice. Et il y avait vraiment un phénomène de masculinité assez toxique, je dois dire, autour de cette série, qui est pourtant très bonne et qui montre pas du tout Heisenberg comme un héros, à mon sens, mais
il y a eu cette lecture-là chez certains hommes. Et d'ailleurs, je trouve que Joker, récemment, a un peu suscité les mêmes réactions. Ça ne veut pas dire que l'œuvre en elle-même avait cette volonté, mais il y a des gens qui s'y sont vraiment retrouvés et qui se sont vus comme quelqu'un qui avait une chance de devenir moins que médiocre par des biais peut-être un peu violents. Ce qui est amusant, c'est que, parce que dans mon autre vie, je suis prof dans un lycée, et effectivement, tu citais Scarface sans le savoir, mais moi, mes élèves garçons, ils ont 2 héros dont ils parlent souvent, et ça se voit sur les t-shirts notamment, c'est Scarface et Heisenberg Walter White. C'est vraiment les deux, quoi. Et effectivement, encore une fois, il ne faut pas que des films vertueux, il ne faut pas que des modèles de vertu. Non, mon problème, c'est la façon dont mes élèves, par exemple, sans doute, analysent ces œuvres-là et les érigent en héros, en modèles, quoi. J'enseigne les maths en seconde et j'ai mes élèves qui, au lieu de rêver d'avoir le bac, rêvent d'être Tony Montana, et donc forcément, ça pose quelques soucis. Ils n'arriveront sans doute pas, donc il faut les laisser rêver. Espérons. Une autre série, un tout petit peu plus récente, Marie Sauvion, elle t'a fait réagir, et il y a de quoi. Elle n'a pas fait réagir d'ailleurs que toi autour de cette table. Est-ce on va écouter un extrait? Pardon. Marie, j'ai conscience que tout cela est très difficile pour vous, et j'en suis navré. Mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Vous nous avez déjà déclaré avoir menti. Vous nous avez avoué avoir inventé cette histoire de toutes pièces. Vous l'avez juré, vous avez signé cette déclaration. Comment voulez-vous qu'on vous croie, maintenant que vous affirmez le contraire? Donc c'est un extrait de la série Unbelievable, et ma question, Marie, c'est est-ce que ça donne envie de cramer des mecs? Grave. Mais malheureusement, il y a plein de choses qui me donnent envie de cramer des mecs, et évidemment, je ne le fais jamais parce que je suis une fille hyper gentille. On n'est pas tous pareils, attention. J'ai été bien, non, surtout Not All Men. Mais oui, c'est une série passionnante qui donne pas tant que ça envie de cramer des mecs en fait, parce que un des personnages les plus intéressants de la série, c'est le flic. Ce flic qui est si mauvais, qui est si nul, qui fait si mal son métier, qui sait pas recevoir une jeune femme qui a été victime d'un viol, qui ne la croit pas, qui va lui faire subir des interrogatoires, répétitifs. Très pénible, etc. Et puis à la fin, carrément, on va la poursuivre en justice en l'accusant d'avoir menti. Il se trouve que l'affaire va être sauvée par 2 femmes flics qui, elles, savent parler à des victimes. Ça paraît un peu schématique comme ça. Mais le personnage du flic, il reconnaît qu'il a mal fait son boulot, il reconnaît qu'il n'est pas formé, il reconnaît qu'il ne sait pas. Et il est vraiment très malheureux, finalement, à la fin de cette série, d'avoir été nul. Et je crois qu'il a honte d'avoir mal fait son travail. Et par ailleurs, la série, alors qu'il y a tout ce qu'on peut chercher dans une série, c'est-à-dire que c'est hyper bien écrit, génialement joué, il y a des rebondissements, il y a une vraie enquête. Enfin, le spectateur, il prend son pied, vraiment. Mais par ailleurs, ce que ça dit, et qu'on constate absolument tous les jours. Je veux dire, si on s'intéresse un tout petit peu à la question du viol, à la question des violences masculines, je préfère dire les violences masculines que les violences faites aux femmes, pardon. Tout ça, on le sait, voilà, comment elles sont reçues dans les commissariats, comment ça devient, c'est un parcours, un chemin de croix, un parcours de la combattante, de se faire reconnaître en tant que victime, et non pas pour exister en tant que victime ad vitam aeternam, juste pour, à un moment donné, reconnaître qu'un crime a été commis. Et donc tout ça, il me semble que la complexité du feuilleton, le temps donné, voilà, on va passer 6 heures avec des personnages, tout ça, ça permet d'entrer dans les détails et dans la subtilité des parcours de chacun des personnages. Et je trouve la série absolument remarquable. Est-ce qu'on a un avis du côté de PIC TV ? Évidemment, on a adoré cette série. Ce qui est remarquable avec ce personnage de flic, c'est qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est de bonne foi. On pourrait s'attendre à ce que ce soit plus manichéen, que ce soit vraiment dans une volonté d'écraser cette victime ou de protéger son violeur. Mais c'est vraiment, il pense que ce qu'il fait, c'est le bon choix. Et c'est ça qui est déchirant. Et en même temps, ce qui est très fin dans la série, c'est qu'à la fin, on voit ses regrets. Mais encore une fois, c'est pas manichéen. On se dit pas non plus, oh le pauvre, parce qu'en fait, tout ce que la victime a vécu depuis, son procès et son combat pour se faire entendre, etc., ça s'effacera pas. Et donc en fait, lui, il a grandi, le flic, mais il effacera jamais l'erreur qu'il a commise et qui a été dévastatrice pour cette victime et pour d'autres en fait. Donc c'est ça qui est vraiment très très fin dans la série, c'est qu'il y a une écriture qui refuse de mettre les gens dans des cases de manière trop solide. Sans transition, Laurence Yama, tu m'as apporté une réponse qui m'a étonné et en même temps qui m'a parlé. Je pense qu'un extrait va être très parlant. Je peux tenir le même discours. Non, c'était le 7 mai. Excusez-moi, c'était le 7 mai. D'accord. C'était le 7 mai. D'accord, mais on peut aller là, c'est le côté de l'histoire, on peut aller du bon côté. Mais attendons, je veux dire, il est toujours en poste, on verra comment il évolue. Est-ce qu'il va incarner les recrues
de Lyon cet hiver. Effectivement, en termes de communication, t'as raison. Florian Maurice, je crois, qui fait le recrutement. Oui, on va voir s'il a un sens politique aussi, parce que là, ça va arriver dans les brancards. On va voir s'il va arriver à s'en tirer. J'ai dit, il est en grande difficulté, mais il n'est pas mort dans le film. Donc voilà, donc des hommes qui parlent de trucs de recrues en utilisant des métaphores de mort dans le film, bien vu sur l'équipe TV, les talks sportifs. Je précise que la question c'était film ou émission. Bien sûr. Sinon je suis hyper hors sujet, t'as rien compris mec en fait. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé à ça tout de suite parce que en plus dans l'intitulé tu disais des trucs, des endroits où les hommes sont complètement eux-mêmes, quoi, comme une espèce de quintessence. Et moi j'avoue, ça m'arrive de regarder ça et ça m'arrive, c'est presque comme un truc maso où je regarde à la fois parce que j'aime le foot, ça m'intéresse, mais vraiment comme un truc qui me fait des, ouais, je te jure, c'est comme un truc qui personne n'est, nobody's perfect. Mais qui me fait toujours des piqûres de rappel de ah ouais c'est ça, et là vraiment la sociabilisation des garçons, comment on se parle, comment on se regarde et comment on s'écoute, et c'est vraiment ouais c'est caricatural au possible. D'ailleurs je pense que c'est aussi pensé comme ça, hein, c'est le principe. Clairement je suis pas trop naïf, mais en même temps ils y croient tellement, ils sont tellement dans leur personnage, mais en même temps ils sont tellement sincères dans ce qu'ils pensent que du coup je trouve que ça incarne parfaitement le truc. Et en plus moi j'ai regardé ça m'intéresse vraiment, ça m'intéressait beaucoup au moment de la Coupe du Monde, parce que ça m'intéressait aussi de voir comment des hommes plus âgés parlaient aussi d'hommes plus jeunes, comment il y a vraiment toujours ce truc de qui est le patron, il manque un patron, et donc en fait ce vocabulaire qui revient, et du coup cette incapacité à se projeter sur des hommes plus jeunes, à croire en eux, à les aimer, à se dire qu'ils vont le faire, et donc bah ouais il n'y a pas encore de patron, bah oui mais ils ont 20 ans, ils vont devenir patrons. Et du coup je trouve que c'est ça. Moi chaque fois je le fais, puis ça me fait une piqûre de rappel, genre ah oui c'est vrai, on est comme ça. Moi j'aime beaucoup, c'est les anciens footballeurs qui ont un peu raté leur carrière, qui se sont reconvertis et qui expliquent que les autres, les petits jeunes, sont nuls et qu'ils auraient vraiment pas dû jouer comme ça, ni s'y prendre comme ça, quoi. C'est terrible. Ouais, non, c'est frappant. Mais moi, j'ai des grands souvenirs de longues routes. Moi, c'est plutôt à la radio. Jeanne Sacomano, paix à son âme d'ailleurs. Et tous les autres sur RMC, sur RTL et compagnie. Les soirées de multiplex où les types, sur la base d'un match qu'ils n'ont pas vu puisqu'ils sont en studio, vont te faire 3 heures de débat sur est-ce que la défense centrale est bien placée. Et ils se mansplainent eux-mêmes en fait. Il n'y a pas de femmes sur le plateau parce qu'évidemment c'est un univers qui est totalement non mixte, mais ils arrivent quand même à être super agaçants, à se couper la parole sans arrêt. Ils s'écoutent et en même temps c'est quand même toujours une sorte de duel de domination permanente, quoi. Mais c'est comme dans la cour de récré. Oui. Il faut être le meilleur en foot. Il faut avoir appris par cœur son album Panini ou 11 mondial. Non, ça n'existe plus. Il fallait avoir appris 11 mondial. Il y a vraiment... voilà. Moi c'est ça qui m'a un peu détaché du foot, c'est que j'aime bien le foot en tant que sport. J'ai un moment regardé le foot sans mettre le son. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le bruit du public et que c'était un peu bizarre. Et du coup, maintenant, j'ai complètement arrêté. Mais c'est plutôt à cause des commentaires et de tout ce qui se fait à côté du terrain. Ouais, et puis si je rajoute un truc, c'est aussi pour comme je te l'ai dit, je crois, dans ma réponse, c'est qu'il y a aussi un truc où on voit aussi quand même l'idée du surinvestissement, comment c'est vraiment un espace où on existe, où les hommes existent, et où du coup, genre, on donne tout, à la fois dans le stade, parce qu'en fait, on accède à nos émotions, et en plus, on les partage avec d'autres hommes. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en fait, c'est ici que tu peux chialer. Il n'y a pas d'autres endroits, en fait. Et du coup, champion du monde, vas-y, tu peux y aller, mais par contre, c'est tous les 4 ans, et puis en plus, on va peut-être champion du monde la prochaine fois, donc vas-y, profite, gros. Et par ailleurs, du coup, très souvent, quand je vois ça et quand je les vois prendre le truc hyper au sérieux et vraiment comme s'ils avaient un débat sur un truc essentiel alors que ça ne l'est pas, à chaque fois, je me dis, mais il faudrait inventer une dystopie ou juste même une société où genre on coupe le foot pendant 3 ans et on voit comment d'un coup les mecs mettent leur énergie ailleurs. Genre, j'avoue, on va peut-être s'engager dans des trucs en fait, non ? C'est pas con. Ouais. On résoudrait le réchauffement climatique en 2 semaines. Exactement. Je vais en parler à la Fédé lundi. Une petite pause avec un point promo. Bah oui, quand même, évidemment. Laurent, justement, du coup, je répète encore une fois, parce que ce spectacle, il faut vraiment le voir. Vous voyez, Jean-Marie Bigard là, il y a Laurent Siamal là. Je parle que des humoristes masculins, parce qu'il y a plein d'humoristes femmes aussi qu'il faut aller voir. Mais du coup, Laurent, c'est 1h30, 1h40 d'un spectacle qui est vraiment très drôle, vraiment engagé, le pro-féministe de mon cœur. Voilà. Il faut vraiment aller voir ça parce que ça parle de plein de choses, de la façon dont les hommes sont considérés, de la façon que les hommes ont d'essayer, nous autres modestement, d'essayer d'être des alliés et en même temps de voir comment les autres hommes nous parlent, nous jugent. Alors on vit très bien, c'est pas nous les victimes de tout ce système. Mais Si, aussi.
Ouais, oui, mais bon. Si, non, mais... moi, je suis assez persuadée que plein d'hommes sont archi-victimes de ce système. Moi, je me qui seraient beaucoup plus heureux si on les élevait pas comme des hommes. Ah oui, non mais ça, oui, Voilà. bien sûr, tout à fait. Mais du coup, voilà, donc Laurent, est-ce que tu peux faire un extrait de ton... Non, c'est une blague. C'est une blague. Non mais vraiment, allez le voir, on est mal assis, mais en fait on oublie au bout de 5 minutes qu'on est mal assis. Vraiment. Alors la rue, c'est les premiers rangs. Donc arriver tôt, premier rang, il y a des dossiers, les autres non. Et ça, c'est un cauchemar. Et le spectacle est vraiment extrêmement drôle. Et pour le coup, c'est un endroit où on peut savoir des choses un peu intimes sur la manière dont un jeune homme se construit. Et voilà, construit avec, construit contre. Et ça donne ça. C'est très réussi. Franchement, bravo. Merci. Un petit point pratique, amener de la monnaie. Vous saurez pourquoi à la fin du spectacle, amener des pièces. Vous ne serez pas déçus. Voilà. On pensera voilà. Et une petite dédicace à Roger Cavaillès qui nous écoute. Anaïs et Marie, vous avez lancé PIC TV, le podcast pour Slate.fr le 25 septembre. Donc là, actuellement, il y a 2 épisodes qui sont disponibles. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu du principe du podcast. Le principe, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans une ère de PIC TV, c'est-à-dire une ère où on a à peu près une quinzaine de nouvelles séries qui nous tombent chaque semaine et qu'on a parfois du mal à y voir plus clair. Nous, on regarde la télé depuis... De manière maladive. De manière maladive depuis notre enfance. Et du coup, on s'est dit qu'on allait aider les gens à y voir plus clair dans ce panorama, à choisir et aussi... on voulait pouvoir analyser les séries à travers plus des questions de société et des questions d'analyse. Notre premier épisode était sur la façon dont l'élection de Trump a influencé les séries télé. Le deuxième a été sur la vision de l'adolescence dans les séries télé avec un focus sur Euphoria. Et là, on va parler des adaptations littéraires à la télé. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent très prochainement. On a La Croisée des Mondes, on a Watchmen, et puis il y a évidemment Game of Thrones, Handmaid's Tale. C'est une saison très riche pour les adaptations. Donc on regarde lesquelles ont réussi, lesquelles ont échoué et lesquelles on va punir. Écoutez le podcast, il est vraiment très bien. Et je dis pas ça parce que c'est fait chez Slate. Il est efficace, il est pas très long et du coup je trouve ça vraiment... moi perso, je préfère ça qu'un podcast de 3h40 sur tel épisode. Vraiment. On va dû se contenir. Hein. Voilà, mais vous le faites très bien. Donc PIC TV, c'est un mercredi sur 2. Oui. Quand il n'y a pas mansplaining en fait. C'est très simple à retenir. Voilà. Et le prochain sort ce mercredi. Ce mercredi, effectivement. Marie Sauvion, oui. Tu es la seule raison pour laquelle je regrette d'avoir résilié mon abonnement à Canal+. Moi, alors, si je dis que j'ai grandi avec Le Cercle, tu vas peut-être... je vais mal le prendre, je te le confirme. Non, j'ai grandi cinéphilement avec le Cercle, qui est vraiment une émission que j'adore, effectivement, avec des débats passionnés, avec des gens passionnants et passionnés autour d'une table, on a nos chouchous, et des gens qu'on déteste. Il y a aussi des bad guys dans le Cercle, à mon sens. Et du coup, depuis quelques temps, tu as rejoint aussi la rédaction de Télérama, et c'est une super nouvelle. Oui, au service cinéma de Télérama. C'est une super nouvelle pour moi, surtout, je vous avoue, parce que comme je l'ai lu toute ma vie et que je l'adore, hein, c'est un vrai bonheur. Et par ailleurs, le service cinéma, il appartient plus largement à Télérama, un service qui s'appelle le service écran, qui réunit la télévision aussi, et les plateformes, et tout ce qui se passe dans les séries, évidemment, nous passionne. Et puis, on essaye, comme vous, de le décrypter. Donc, on le fait sur le papier, on le fait sur le site de Télérama. On travaille énormément sur tout ce qui se passe actuellement. Cette profusion de séries qui est un peu étourdissante et dans laquelle c'est très difficile de se retrouver parfois quand on n'est pas comme vous à la pointe de l'info. Et puis, ce que ça dit évidemment de nos sociétés, ce que ça dit de l'époque. Et puis comment ça nous permet aussi de revoir des séries anciennes ou en ce qui me concerne des films anciens en étant éclairé par la politique d'aujourd'hui, puisque le féminisme est toujours une question politique, mais sans pour autant renier les plaisirs qu'on a pu avoir ou l'intérêt qu'on peut avoir pour des films qui sont d'un autre temps. Et quelqu'un s'évanouit quand je dis ça, et pardon. Je crois que Julien Rochdy dans la salle. Ouais. C'est Roman Polanski qui vient de tomber. Tant mieux. En tout cas, Marie, c'est une joie de t'avoir avec nous, et puis c'est une joie c'est une joie aussi pour nous, lecteurs et lectrices, de t'avoir sur un support comme Télérama et comme écran, vraiment. Et alors pour cette dernière partie, d'ailleurs, Marie, je vais commencer par toi. J'ai demandé aux invités également de me citer leur modèle, voire leur héros, alors masculin, dans les fictions ou d'ailleurs, pourquoi pas dans d'autres supports. Et Marie, parmi les noms que tu m'as cités, outre David Bowie que tu as cité tout à l'heure, outre Jacques Demy, moi je suis plutôt team Agnès Varda, mais chacun son truc, il y avait ceci.
Il faut que vous sachiez, madame, que c'est pour moi un immense honneur de faire enfin votre connaissance. J'aurais seulement préféré que la chose se fasse dans d'autres circonstances. Je vous remercie, jeune homme. Vous êtes très galant. Je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Donc c'était un extrait de Derrick avec Horst Tappert. Marie Colombo. Colombo, alors pour 1000 raisons, des raisons sentimentales. C'est vraiment le héros de ma jeunesse télévisée. Ça, il me pète chaud, donc voilà, ça fait une moyenne. Et j'aime beaucoup Colombo, mais comme j'aimais Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, comme j'aimais plein de héros de ces années-là, finalement, qui étaient des héros dont la virilité n'était pas flagrante, hein, et c'était pas le sujet en fait. Colombo, quand il arrive, il ressemble à rien, c'est un petit chiffon, c'est une serpillière, il sort de sa caisse pourrie française. Tout le monde le prend pour un imbécile, et c'est ça qui me réjouit, parce qu'en fait, la série raconte toujours le match de deux intelligences. Il y a l'intelligence du criminel qui est sempiternellement un bourgeois, quelqu'un de nanti, de richissime, dans les plus beaux quartiers de Los Angeles. Et puis arrive ce vermisseau là, qui a l'air complètement crétin, qui a l'air de rien comprendre, qui est tantôt obséquieux, tantôt voilà comme ça admiratif des gens chez qui il pénètre. Et évidemment, nous on le sait depuis le départ que c'est lui qui va gagner. Et ce qui compte, c'est comment il va y arriver et comment il va coincer le salaud de capitaliste qui s'est cru tout permis et qui a cru qu'il allait pouvoir s'en sortir en tant qu'assassin. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me réjouit. Je ne l'ai jamais vu être misogyne. Si vous pensez que Colombo a été misogyne, un jour écrivez à Thomas, il me transmettra. Je pense que vraiment, c'était pas du tout toxique comme modèle Colombo. Et je continue de voir, même si, évidemment, en termes de rythme, etc., ça a un peu vieilli, mais ça se regarde toujours, contrairement à plein de séries que j'ai vues enfant. Mais moi, c'est une série qui m'a toujours fait beaucoup de bien, parce qu'à la fois, il est d'une douceur. Alors moi, j'ai toujours regardé en VF, en l'occurrence, contrairement à d'autres séries dont on a passé des extraits en français et où ça fait un peu bizarre. Et Colombo, c'est la VF, parce que dans les années 90, on n'avait souvent pas le choix. Il y a cette douceur de la voix. Et puis, il y a un côté sécurisant. On savait qu'à la fin, il allait gagner. Et en fait, c'était vachement bien de temps en temps dans son canapé de se dire, bah, c'est bon. Tu sais pas comment il va s'en sortir, mais à la fin, le bourgeois, il va le mettre derrière les verrous. Moi, ça m'a toujours un peu... voilà, je me suis dit, il y a des bons qui existent, et puis les bons, des fois, ils gagnent, quoi. Marie Telling, tout à l'heure, tu l'as évoqué. Effectivement, rappelez-vous, le midi, vous rentriez en vous dépêchant de l'école, du collège, du lycée ou du bureau, et vous allumiez M6. Et il y avait ceci. Qu'est-ce que tu lis ? Je regarde le bulletin de Reese. C'est bien meilleur ce trimestre. Non, c'est pas vrai. Fais voir. Tiens, cette fois, il a utilisé exactement le même stylo que le prof pour changer sa note. Regarde ça. Il s'est mis un C en maths au lieu d'un A+. Ouais, c'est astucieux. Il a soigné tous les détails. Il fait des progrès. Privé de sortie pour... 3 mois et corvée de shot. Donc c'est... Malcolm. Voilà. Oui. Bah oui, moi j'étais une grande fan des sitcoms en règle générale, et puis je regardais beaucoup la télé. Et Malcolm, il y a des sitcoms qui vieillissent pas très bien. D'ailleurs, je regarde souvent Friends encore à l'heure actuelle, mais il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli dans Friends. Malcolm, je dois dire que même aujourd'hui, en la revoyant, déjà c'est toujours très très drôle. Et en plus, ça a très bien vieilli, je trouve. Et le personnage de Hal en particulier était vachement à l'avance. Je pense que j'avais jamais vu ça en fait dans des modèles familiaux de télé. Avant, je pense que depuis, il y a eu Phil Dunphy qui est un peu dans le même genre. C'est-à-dire le père qui est la mère qui est la figure d'autorité et de contrôle et le père qui est la figure émotionnelle, qui est tout le temps dans l'émotion, qui dit lui-même qu'il aime plus sa femme qu'elle ne l'aime et qui en est fier, qui est qui soutient ses enfants, qui les encourage à démontrer de l'émotion, qui adore faire du patin à roulettes. Et du patin artistique en plus. Quel extrême merveilleux. Voilà, qui adore faire de la marche rapide. Il a qui crie avec un cri strident, mais qui en a pas du tout honte et qui en même temps est toujours un exemple de masculinité très à l'aise avec lui-même, qui en plus a une vie sexuelle assez, très saine et très active et débridée avec sa femme, et qui est très amoureux et très à l'aise dans son corps et dans sa vie, mais en même temps tout en ayant des caractéristiques qui sont traditionnellement considérées comme plus féminines à la télé en tout cas.
Mais c'est vrai je crois qu'on s'en est pas bien rendu compte. Moi, j'ai découvert ça un peu sur le tard. Mais à quel point avoir ça sur M6 à 1 heure de grande écoute, c'était un peu révolutionnaire, quoi. C'était peut-être les Simpsons, mais peut-être même puissance 10 ou puissance 1000. Et effectivement, avec ses valeurs renversées, puis ce personnage, pour le coup, qui est après plein de défauts et de petites médiocrités, voilà. Et en même temps, moi, en tant que père, en tant que triple père, j'ai puisé plein de choses chez lui, une sorte effectivement de douceur, une sorte d'essayer de comprendre ses enfants et d'avoir du dialogue, et quitte à se planter plein de fois, parce que de toute façon, le père parfait n'existe pas. Mais effectivement, c'est une série que je vous encourage à voir ou à revoir, y compris en VF, parce qu'en fait, le petit côté cheapos de la VF, moi, je trouve que ça marche bien sur ce genre de programme. Et du coup, c'est un beau doublé pour Bryan Cranston, qui était du coup Walter White dans Breaking Bad et qui est Hal dans Malcolm. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été casté dans Breaking Bad, c'est qu'il dégageait cette image de confiance et de mec sympa qu'ils ont ensuite perverti. C'était très bien vu, effectivement. Pour terminer, Laurent, alors tu m'as parlé de Paul Pogba. Non, alors on va arrêter de parler. Non, alors, il m'a parlé de Paul Pogba, mais il m'a évidemment parlé d'autres choses. Hein. Laurent n'est pas consultant sportif pour l'équipe TV. Non, tu m'as aussi parlé de Riyad Sattouf, et ça m'a vachement intéressé. Qu'est-ce qui t'inspire chez Riyad Sattouf ? Je trouve qu'en fait, dans son travail, j'ai l'impression, depuis quand même quelques temps maintenant, il déconstruit vachement la masculinité, ou les masculinités, soit en inventant des personnages. Pascal Brutal, c'est quand même un exemple très frappant et très comique. Et en même temps, dans un travail aussi beaucoup plus intime et personnel, de son chef-d'œuvre qu'est l'Arabe du futur, qui parle de son père, qui parle de son rapport à son père, qui en même temps parle de lui aussi dans tout ça. Donc on le voit se construire, son ego, ce petit enfant blond très narcissique que tout le monde trouve magnifique et qui est un grand dessinateur. Et donc je trouve que c'est un travail d'introspection qui est très émouvant, et qui en même temps aussi est la chronique d'une vie de déplacement, et qui du coup, en plus là on attend vraiment la suite, parce qu'on termine sur un cliffhanger qu'on n'attend pas. Riyad, si tu nous entends, il faut te dépêcher. Ouais. Et non, je trouve que c'est bouleversant, et que c'est un des... Je me souviens aussi que tu posais la question du modèle, quoi, quelqu'un qui, et pour moi c'est un modèle, d'un artiste qui s'engage sur ce sujet-là et qui le fait d'une façon extrêmement personnelle. C'est bien d'avoir aussi des modèles dans la vraie vie, en fait. Ouais. Ça fait du bien de savoir qu'il y en a et qu'on a un peu des chemins à suivre. Alors moi, le chef-d'œuvre de Riyad Sattouf, pour moi, c'est pas l'Arabe du futur, que j'aime beaucoup au demeurant, c'est ça. Dis donc, monsieur Jackie, elle m'a encore dit non, votre mère, aujourd'hui, ça commence à devenir vexant. C'est parce que elle veut pas marier, je sais pas pourquoi. Elle vous plaît pas, ma fille ? Pourtant, elle a une moto, il y en a pas beaucoup qui ont des motos. Hein ? Faut pas venir tous les jours, si elle vous plaît pas. Jackie au royaume des filles, un film venu de l'espace. Un film que j'ai mis plusieurs fois je l'ai vu plusieurs fois avant vraiment de rentrer pleinement dedans et d'en apprécier les différentes couches. On a l'impression au départ que c'est un film qui inverse juste les valeurs, peut-être, en mettant effectivement des hommes sous une espèce de simili-burqa et en les mettant à la cuisine, à préparer une sorte de gruau infâme. Et puis en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et Riyad Sattouf, ça montre vraiment à quel point ce type, il faut lui donner de l'argent pour faire d'autres films. Parce que malheureusement, Jackie au royaume des filles n'a pas super bien marché. J'espère qu'il fera d'autres films, parce que vraiment, entre Les Beaux Gosses et celui-là, on a un vrai grand cinéaste, et un grand cinéaste en devenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. J'en pense qu'il faudrait que je revoie le film. C'est vrai que le film est compliqué, parce que en même temps, tout ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne très très bien. Après, j'ai un souci. Pourquoi est-ce que quand on imagine un matriarcat, les femmes deviennent forcément les pires nazis et font subir les pires outrages aux hommes, alors que inverser, créer une dystopie où les femmes auraient le pouvoir induit toujours que les hommes seraient réduits à l'état d'esclavage. Mais je ne vois pas pourquoi. J'attends de lire le contraire ou de voir le contraire, en fait. C'est vrai. Bon, en fait, Riyad Sattouf, je suis désolé, mais je change d'avis. Non, mais c'est vrai, Marie, je suis tout à fait d'accord. Je vous remercie, parce qu'on est déjà arrivé au terme de ces 3 quarts d'heure d'émission, qui m'ont donné envie de voir ou de revoir plein de séries et plein de films, et aussi des talks sportifs. Je voudrais vous remercier, chers quatuors d'invités. Personnellement, j'aurais voulu que ça dure des heures. Peut-être que j'aurais préféré être dans le public pour pouvoir encore plus apprécier, mais non, c'était un plaisir d'être avec vous. Donc je voudrais que tout le monde applaudisse chaleureusement Marie Sauvion, Anaïs Bordage, Marie Telling et Laurent Siama.
Cette émission, vous pourrez la retrouver sur toutes vos plateformes habituelles le mercredi 30 octobre. Le prochain épisode, on va dire enregistré dans mon bureau avec Mécha, quant à lui, sera disponible le 13 novembre. Et d'ici là, vous pourrez écouter les 23 épisodes déjà disponibles et m'envoyer des messages à l'adresse mansplaining@slate.fr. Je vous remercie beaucoup, merci au public et à très bientôt.